que l'envoyé spécial des États-Unis pour Haïti démissionne carrément de son poste en affirmant dans sa lettre de démission « Je pense qu'Haïti ne connaîtra jamais la stabilité tant que ses citoyens ne seront pas jugés dignes de choisir leurs dirigeants en toute équité et honnêteté. » On peut qu'être effaré par cette illusion de toute puissance qui nous persuade que ce serait à nous, une fois de plus, de désigner le vainqueur. Et voilà ce qui nous amène à aujourd'hui. La situation sur le terrain se dégrade rapidement, alors que les finances publiques sont à leur plus bas, que l'inflation fait des ravages et que les gangs de rue se sont largement retournés contre le gouvernement, assurant eux-mêmes l'autorité dans plusieurs zones, incluant environ 60% de la capitale. Sans surprise, les gouvernements occidentaux sautent sur l'occasion pour présenter Jimmy Barbecue comme un véritable Ben Laden des Caraïbes et réclamer une intervention militaire sous un prétexte supposément humanitaire, et ce, malgré l'opposition farouche du peuple haïtien. Chers amis, soyons lucides et voyons la réalité pour ce qu'elle est vraiment. Ce qui se prépare actuellement sous nos yeux, c'est carrément une nouvelle invasion militaire d'Haïti. Non pas pour défendre les intérêts des Haïtiens, mais bien pour défendre les intérêts stratégiques, économiques et géopolitiques de l'Occident. Se mettre la tête dans le sable et prétendre que nos intentions sont nobles relève de la pire forme d'arrogance et d'hypocrisie, mais encore plus, ça démontre une ignorance de l'histoire presque intellectuellement embarrassante. Étant citoyen canadien, j'ai honte des actions de mon pays. J'ai honte de ma civilisation. J'ai honte de l'indignité, de l'impunité, de la complaisance, mais aussi de toutes les choses qui n'ont pas pu être ajoutées dans ce documentaire afin d'en préserver la décence face à la censure. Croyez-moi, ce n'est que la pointe de l'iceberg et d'innombrables éléments ont dû être passés sous silence. La misère haïtienne, c'est notre histoire à tous. C'est l'histoire de l'Occident, de comment il fonctionne avec ses jeux de coulisses, ses intérêts cachés et sa manière tordue d'altérer le fil de l'histoire pour toujours façonner le monde selon ses propres volontés. Alors que les appels à l'intervention militaire se multiplient dans l'espace public, rappelons-nous des enjeux, de notre histoire, de toutes nos contradictions et acceptons que pour une fois, le destin d'Haïti doit d'abord respecter la volonté des Haïtiens. Mes amis, j'ai été profondément choqué par tout ce que j'ai découvert dans la recherche de ce documentaire et après avoir exposé autant que possible ce que nos frères haïtiens savent depuis déjà très longtemps, vraiment la seule chose qui me vient en tête en terminant ce document, c'est vive Haïti. Vive l'indépendance, vive la République, vive tous ceux qui se tiennent debout et n'abandonnez jamais la longue marche vers la terre promise, celle jurée par vos ancêtres il y a maintenant plus de 200 ans. À l'exception d'une chose, nous ne voulons pas du Mali. Pourquoi on ne veut pas du Mali? Vous pouvez facilement l'imaginer, c'est que le Mali a foutu une leçon de souveraineté à la France. On ne veut pas que cette leçon de souveraineté que le Mali a infligée à la France en bottant dehors les diplomates français soit suivie par l'effet papillon en Haïti. On ne veut pas du Mali, on va y aller avec le Rwanda. Nous sommes africains et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Il y avait une recrudescence des enlèvements à Port-au-Prince. On sentait déjà venir le blocage des terminaux, n'est-ce pas, pétroliers. Et Ariel Henry a fait appel à 3 personnes qui s'y connaissent en matière de sécurité pour lui dire, à lui Ariel Henry, qu'est-ce qu'il devait faire pour tenter de juguler le problème. Et là, ces personnes-là qui s'y connaissent en matière de sécurité ont dit à Ariel Henry, écoutez, nous sommes en train, nous au sein de la police haïtienne, nous sommes en train de perdre le momentum, mais il n'est pas trop tard, nous sommes au début de l'été. Si vous commandez un certain type d'équipement précis, et ces personnes-là ont dressé une liste d'équipements précis qui devaient arriver de la Corée du Sud. Ces gens-là ont dit à Ariel Henry, les équipements dont nous vous parlons, les équipements que nous recommandons, dont nous recommandons l'achat à la police doivent venir de la Corée du Sud, car nous savons que la Corée du Sud produit ce genre d'équipements qui ont fait leurs preuves, n'est-ce pas, ailleurs, en particulier en Afrique. Donc vous devez les faire venir, ces équipements-là, vous devez les acheter de la Corée du Sud. Ça, c'est première recommandation. Deuxième recommandation, assurez-vous qu'il n'y ait pas de blocage politique quand la police doit intervenir, car nous savons que 9 fois sur 10, la police n'intervient pas contre les gangs parce qu'au sein du Conseil supérieur de la police nationale, dont le Premier ministre, en l'occurrence Ariel Henry, est le président, il y a des blocages politiques. Donc assurez-vous qu'il n'y ait pas de blocage politique pour que la police fasse effectivement son travail, car la police est munie de certains types de corps pour combattre les gangs, n'est-ce pas, la CIMO pour ne pas la nommer. S'il n'y a pas de blocage politique, la police va pouvoir faire son travail. Et, troisième recommandation, nous devons solliciter l'appui, la coopération de quelques pays avec qui nous avons un certain nombre d'intérêts communs. Si on fait ça, on sera en mesure de résoudre le problème. Et par pays amis, ces 3 experts ont recommandé des pays africains. On avait parlé du Mali, on a parlé du Rwanda, on a parlé du Kenya. Nous sommes au début de l'été. Écoutez-moi bien. Ariel Henry disait à ces personnes-là qui n'avaient pas d'inconvénients, les recommandations sont claires, elles sont précises, et il disait que ces recommandations-là pouvaient effectivement aider à résoudre le problème. La réunion a ainsi pris fin, et moins d'une trentaine de minutes, les personnes qui ont conseillé Ariel Henry reçoivent un appel, imaginez de qui? De Madame Lalime, celle qui se prend pour la gouverneure d'Haïti, comme si Haïti était devenue une colonie des États-Unis. Rappelons que Madame Lalime, c'est une ancienne collaboratrice des Clinton, et ce sont les Clinton, en particulier Bill Clinton, qui l'a placée là pour gérer Haïti comme si c'était une business personnelle des Clinton.
Donc, à peine la réunion a-t-elle pris fin, répétais-je, qu'une demi-heure plus tard, ces personnes-là reçoivent un appel de Mme Lalime qui leur disait littéralement « Nous n'avons pas d'objection à ce que vos recommandations soient mises en pratique, à l'exception d'une chose, nous ne voulons pas du Mali. » Pourquoi on ne veut pas du Mali? Vous pouvez facilement l'imaginer, c'est que le Mali a foutu une leçon de souveraineté à la France. On ne veut pas que cette leçon de souveraineté que le Mali a infligée à la France en bottant dehors les diplomates français soit suivie par l'effet papillon en Haïti. On ne veut pas du Mali, on va y aller avec le Rwanda et le Kenya. Vous me suivez jusque-là? Très bien. Donc, puisque Ariel Henry a dit qu'il n'y avait pas d'objection à ce que ces recommandations-là soient implémentées, puisque, selon la formule textuelle d'Ariel Henry, le grand frère, vous savez qui il appelle le grand frère? Les États-Unis. Comme si Haïti et les États-Unis faisaient partie d'une même famille et que c'est au grand frère de gérer les affaires de la famille haïtienne. Puisque, disait Ariel, le grand frère n'avait pas d'objection, eh bien, on va y aller avec les recommandations que vous nous avez faites. Vous me suivez jusque-là? Comme par hasard, malgré le fait que les experts avaient dit à Ariel Henry que les équipements en question, les équipements précis dont il s'agit ici doivent venir de la Corée du Sud, comme par hasard, le pays néocolonialiste pyromane qui veut se faire passer pour pompier, le Canada a obtenu le contrat de la livraison d'équipements militaires à être fournis à la police. Les gars ne comprenaient pas. Il me semble que la recommandation était claire, que ces équipements-là devaient venir, n'est-ce pas, de la Corée du Sud et non pas du Canada, mais c'est le Canada qui, sans appel d'offres, a obtenu le contrat de l'achat de près de 19 millions d'équipements militaires que le Canada ne livre toujours pas, à l'exception de 3 chars qu'il nous a livrés, pas plus tard qu'il y a 10 jours, chars qu'on attendait depuis le début de l'été, mais c'est pas grave, même si ce ne sont pas ces chars-là que ces experts-là avaient recommandés, le Canada a volé le contrat et nous livre 3 blindés sur 12 qui ne font pas le travail. Vous n'avez rien entendu encore. Puisque celui que Ariel Henry appelle le grand frère, c'est-à-dire l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, n'avait pas d'objection à ce qu'Haïti résolve à sa façon son problème d'insécurité, eh bien, une rencontre a été programmée le 13 septembre dernier. 13 septembre, vous vous en souvenez, c'est le jour de l'ouverture officielle de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Ce jour-là, il y avait une rencontre entre ces experts haïtiens et le chef de l'armée du Rwanda et le chef de la police du Rwanda, d'une part, et d'autre part, entre ces experts haïtiens et le chef de l'armée du Kenya et le chef de la police du Kenya. Et, comme il fallait s'y attendre, et le Rwanda et le Kenya étaient d'accord pour qu'ils fournissent à Haïti un appui technique en matière de ressources humaines. Le Rwanda était prêt à coopérer avec la police haïtienne pour l'aider à résoudre le problème de sécurité. Le cas du Rwanda ici est intéressant parce qu'on se souvient que dans les années 90, le Rwanda a fait face à une guerre civile terrible. Et donc, le Rwanda a appris de son traumatisme, et aujourd'hui, le Rwanda est un pays sécuritaire, et le Rwanda était prêt à participer, à coopérer avec Haïti, sous la coordination d'Haïti, à résoudre ce problème de sécurité. Ainsi en est-il du Kenya. La rencontre a eu lieu donc au local des Nations Unies, n'est-ce pas, à New York, et tout à coup, après la rencontre justement, et parallèlement, c'est pour ça que je vous dis que le Canada fait partie du problème et non de la solution, tandis que ces experts haïtiens avaient leur rencontre par Zoom. Je vous donne des détails, avec le chef de l'armée du Rwanda et le chef de la police du Rwanda d'une part, le chef de l'armée et le chef de la police du Kenya d'autre part, la rencontre ayant eu lieu, ou se tenant, le Canada, lui, de Justin Trudeau, le Canada justement de Justin Trudeau, tentait de rencontrer d'autres pays comme le représentant de la Jamaïque, d'autres pays comme le représentant, n'est-ce pas, des Bahamas, d'autres pays comme le représentant de l'Argentine, pour tenter de monter en parallèle une armée multinationale qui irait en Haïti, contrairement aux recommandations des experts haïtiens, qui iraient en Haïti, sous le leadership du Canada et des Nations Unies, nous imposer leur solution à eux. Malgré le fait que le Rwanda et le Kenya étaient d'accord, la représentante, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, est venue dire aux experts haïtiens, après qu'ils ont rencontré le chef de l'armée du Rwanda, le chef de la police du Rwanda, après qu'ils ont rencontré le chef de l'armée et le chef de la police du Kenya, non, ce n'est pas l'option de l'Afrique que nous choisirons, nous allons y aller avec notre propre option. Vous pouvez facilement comprendre pourquoi ils n'ont pas retenu l'option de l'Afrique. Un pays noir qui se fait aider par d'autres pays noirs, cela contribuerait à créer un effet papillon. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin des armées de l'Occident, on n'a plus besoin des pays occidentaux pour venir jouer au tuteur. Nous pouvons nous entraîner car nous sommes le même peuple. Vivons sur le même continent, et j'ai toujours dit qu'Haïti, c'est comme une extension de l'Afrique en Amérique. Eh bien, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies a coupé court à cette recommandation des experts haïtiens qui était sur le point d'être implémentée, puisque le Kenya et le Rwanda avaient déjà accepté. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies a fait savoir à Ariel Henry, elle a fait savoir à Généus, elle a fait savoir à Antonio Rodrigue. Antonio Rodrigue, c'est ce monsieur-là qui, soi-disant, représente Haïti aux Nations Unies. Généus, c'est ce monsieur-là qui est, soi-disant, le ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, d'Haïti. Eh bien, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies est venue leur dire non, on ne va pas y aller avec l'option africaine, même si c'était votre recommandation, nous allons y aller avec notre propre proposition. Donc quand les États-Unis et le Canada, en particulier l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, qui est un vrai clown, quand, comment il s'appelle, Nichols Bryan, répète à satiété, répète ad nauseam qu'il faut que les Haïtiens, n'est-ce pas, trouvent eux-mêmes leur solution, ce sont des hypocrites. Je vous dis que le Canada et les États-Unis sont deux pays hypocrites. À chaque fois que les Haïtiens trouvent une solution, ils mettent des bâtons dans leurs roues, car ils ne veulent pas d'une solution haïtienne, ils veulent nous imposer leur dictat à eux. Et donc, hors de question que je finisse cette conférence sans vous donner lecture d'un extrait magistral. Et donc, vous rejoignez ce livre du docteur Shogel,
Kokala Maïga. Il a écrit un livre plus épais, plus volumineux, qui est quelque part dans la maison. Celui-ci est plus facile à exploiter parce que Choguel Kokala Maïga résume dans ce livre les raisons pour lesquelles, en effet, les raisons pour lesquelles eh bien, l'État malien a failli dans sa lutte contre le terrorisme et dans la construction de son État de droit. Je vous ai promis de vous lire le sous-titre de l'ouvrage, le sous-titre numéro 5, qui parle de l'internationalisation de la crise malienne, la responsabilité de la France et du Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que le docteur Choguel Kokala Maïga résume parfaitement les faits qui responsabilisent et culpabilisent d'une manière irréversible la France dans la déstabilisation actuelle du Sahel en général, du Mali en particulier. Vous êtes toujours plus de 3000 personnes en direct de cette conférence. Ça va faire bientôt 3 heures de temps que je vous parle. C'est la preuve que l'Afrique, notre Afrique, est au cœur de votre intérêt, de notre intérêt. Voici ce que dit le docteur Choguel Kokala Maïga. Le cours de l'histoire s'accélère durant le premier trimestre et le début du deuxième trimestre de l'année 2012. Une chronologie succincte se révèle nécessaire pour mieux cerner la responsabilité de la France et du Conseil de sécurité de l'ONU dans la perpétuation de la crise qui s'est abattue sur le Mali. Du 17 janvier au 6 avril 2012, les affrontements sont rudes entre l'armée nationale et les rebelles. Les communiqués font état de replis stratégiques qui ne sont jamais suivis de reconquête du terrain perdu. Une telle situation finit par déboucher sur 2 événements qui pratiquement et de facto marquent la fin de la Troisième République. Le coup d'État militaire du 22 mars et la proclamation le 6 avril de l'indépendance d'un État chimérique dénommé Azawad. Il existe un lien entre ces 2 dates. Dès l'annonce du coup d'État, la CEDEAO inscrit les actions à entreprendre en faveur du Mali parmi ses priorités et se met en branle. Elle mènera une triple action politique, militaire et diplomatique. Action politique. Le 1er avril 2012, les négociations entamées quelques jours plus tôt avec la junte aboutissent à un accord. Le 2 avril, les chefs d'État de la CEDEAO réunis à Dakar décident de la levée de l'embargo contre le Mali. Le 6 avril, elle signe avec la junte un accord cadre pour une transition dirigée par le président de l'Assemblée nationale conformément à une disposition constitutionnelle. Le 8 avril, Amadou Toumani Touré démissionne de ses fonctions. Le président de la République, Dion Kounda Traoré, est investi président de la République par intérim le 12 avril et le 17, Cheikh Modibo Diarra est nommé Premier ministre de plein pouvoir. Un gouvernement d'union nationale est formé le 25. Au plan militaire, la CEDEAO décide de la mise en place d'une force d'attente de 3000 hommes sous commandement africain pour libérer le nord du Mali. Vous faites remarquer qu'il n'a pas dit le nord Mali, le nord du Mali. Au plan diplomatique, elle saisit le Conseil de sécurité à travers l'Union africaine. Le 17 juillet 2012, le Conseil de sécurité prend la résolution accordant à la CEDEAO la possibilité d'intervenir militairement au Mali à 2 conditions, la présentation d'un plan fiable d'intervention et une demande formulée par le Mali. Cette démarche aboutira ultérieurement à la création de la mission internationale de soutien au Mali, la MISMA, avec la résolution 2005 du 20 décembre 2012. Toutes ces vigoureuses initiatives de la CEDEAO ont été contrariées par diverses manœuvres dilatoires. En témoignent les faits suivants. Le 2 avril, à la réunion des chefs d'État ouest-africains tenue à Dakar et à laquelle a participé, on ne sait à quel titre, Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Ce dernier s'oppose à la constitution d'une force d'attente de 3000 hommes sous commandement africain, estimant qu'il s'agit là d'une force disproportionnée face à une colonne de 500 combattants. Vous avez commencé à voir le rôle de la France. Quand les Africains veulent résoudre le problème de la déstabilisation du Mali par des moyens africains, le ministre des Affaires étrangères, de Sarkozy, Juppé, le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, Juppé, intervient pour dire non. Non, vous voulez une force de 3000 hommes qui seront essentiellement des Africains et qui vont combattre les 500 terroristes du nord du Mali. Nous refusons cela, nous, la France. Parce que c'est un usage disproportionné de la force. Qui protège le terrorisme? Qui protège le terrorisme dans cet acte de Juppé? Continuons la lecture. Le 6 avril 2012, après la signature de l'accord cadre, les lueurs d'espoir en vue d'une résolution de la crise des institutions sont perceptibles. Le même jour, comme pour rendre la situation sur le terrain militaire irréversible, les autorités françaises autorisent les rebelles séparatistes à passer sur les plateaux de leur chaîne de télévision et dans les studios de leur radiodiffusion pour proclamer l'indépendance des régions du nord du Mali sous l'appellation État de l'Azawad, qui a offert la couverture médiatique de la proclamation de la séparation de l'Azawad. Les autorités françaises. On continue. L'espoir suscité par la création de la MISMA ne sera pas suivi de l'effet escompté par les Maliens en particulier, les Africains en général. De nouveau, cette initiative a été torpillée. Dans l'intérêt de qui? Les autorités françaises sentent la situation leur échapper. Elles profitent de leur position de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour torpiller les efforts de la CEDEAO afin de pérenniser la mainmise des rebelles séparatistes sur le nord et figer le Mali dans la situation d'un pays éclaté en 2. À partir de cet instant, de nouvelles initiatives sont prises avec une prééminence de la France et de la communauté internationale. Vous voyez, ils ont brisé l'initiative africaine et ils ont pris la main. La France en profite alors pour développer, à l'instar de la CEDEAO quelques mois plus tôt, sa propre stratégie en 3 volets. Un volet militaire, un volet politique et un volet diplomatique. Volet militaire. La situation d'incertitude qui prévaut en ce moment est mise à profit par Ansar el-Din Diab al-Ghali, associé aux autres groupes terroristes, pour envisager de pousser l'occupation du terrain malien vers le centre. Face à la gravité de la situation, le président de la République par intérim n'a eu d'autre choix que de faire appel à la France, sollicitant un appui aérien et en renseignement, fin de citation, pour aider à libérer le Mali et restaurer l'intégrité de son territoire. Ce jour-là, il n'était pas question de troupes françaises au sol. Ce jour-là, il n'était pas question de troupes françaises au sol. L'opération Serval est déclenchée le 11 janvier 2013. Après les batailles de Kona et de Djabali, les villes de Tombouctou et de Gao sont libérées. Mais l'armée française interdit à l'armée nationale du Mali l'accès à Kidal,
alors occupé par Iyad Ghali et ses troupes, le MNLA ayant été bouté hors du Mali quelques mois plus tôt. La France, en adoptant une telle attitude, venait de commettre la mère des fautes, à la fois politiques et stratégiques. Mère des fautes, parce qu'elle est source de toutes les suspicions sur ses intentions réelles et la finalité de son intervention militaire. Volet politique. La France impose la date des élections pour juillet 2013. On se souviendra des propos de François Hollande déclarant de façon péremptoire qu'il sera intraitable sur le maintien de la date de l'élection présidentielle de juillet 2013. C'est lui qui est devenu le maître des élections au Mali, Hollande. Celui qui nous parlait du respect de la souveraineté du Mali tout à l'heure. On continue. Volet diplomatique. Après l'échec orchestré des initiatives de la CEDEAO, la France, avec la bénédiction du président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, agit au Conseil de sécurité pour créer la MINUSMA. Avec la résolution 2100 du 23 avril 2013. Ainsi, les moyens qui ont été refusés à la MISMA seront-ils transférés à la MINUSMA? Vous avez compris comment on a saboté la MISMA pour favoriser la MINUSMA? Vous avez compris le rôle de Paris dans l'affaire? Présenté au départ aux Maliens par la communication gouvernementale comme une mission destinée à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, à combattre les mouvements séparatistes et terroristes, le peuple découvre avec stupéfaction que son rôle véritable consiste en la stabilisation et au maintien de la paix. C'est la source de malentendus et de toutes les récriminations des Maliens, éprouvant le sentiment d'être trahis. Dans la mise en œuvre des volets militaires et diplomatiques de son action au Mali, le gouvernement français s'est écarté du mandat qui lui a été confié à la demande du gouvernement malien, conformément aux attentes du peuple. S'écartant de ce mandat, le gouvernement français, dès lors, sanctuarise Kidal et aide les mouvements rebelles à se réorganiser en 3 étapes minutieusement coordonnées. Bon, écoutez, je ne vous ai lu que jusqu'à la page 13. Je m'arrête là. Le docteur Choguel Kokala Maïga, dans ce petit opuscule, que je vais à nouveau scanner parce qu'il m'en a donné l'autorisation, et mettre à la disposition du public large, a démontré magistralement, fait en main à l'appui, date à l'appui, le rôle nocif de la France dans l'épisode de déstabilisation que connaît le Sahel en général, le Mali en particulier. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.